Ok, bonsoir et bienvenue du coup dans cette 3e émission On fait des vagues. Je suis très contente, après 2 semaines du coup, nous voilà de nouveau avec Aurel. Ça va Aurel? Ça va très bien et toi? Trop bien, merci, je vais bien. Et on est avec Liga, salut Liga, ça va? Bonjour. Oui. Oui. Du coup, voilà, c'est une nouvelle invitée que je vais pouvoir vous présenter. Nouvelle émission, nouvelle façon de parler de nos différentes façons de s'engager. Donc, pour rappel, On fait des vagues est une émission proposée par Agisson et c'est un espace en toute décontraction où on peut parler de nos différentes manières d'être citoyens et citoyennes, de s'engager, de voir nos différentes perspectives par rapport à tous ces sujets qui nous entourent et on l'espère le faire avec un point de vue plus léger que d'habitude, parler climat, injustice sociale et d'autres choses avec peut-être un ton plus léger, mais surtout c'est l'occasion d'apprendre à connaître Liga. Salut, alors Liga, je vais me permettre de faire un petit portrait sur toi que j'ai pu essayer de construire. Tu me dis si je dis des trucs faux, si je dis des trucs ou si tu veux préciser si jamais. Et toi, Aurel, tu complètes si jamais tu as d'autres choses, ok? Alors, moi, ce que j'ai retenu sur notre invité d'aujourd'hui, c'est que tu as donc 26 ans. Tu es né en Suisse, tu as beaucoup vécu la majeure partie de ta vie en Suisse. Même toute ta vie en Suisse, tu as vécu ici. Tu as déjà vécu ailleurs, peut-être? Pas plus que 2 mois. Pas plus que 2 mois, c'est déjà pas mal. Ok. Et c'était où, du coup? En Espagne, à Grenade. Ok, nice. Moi, j'ai noté du coup que tu as fait des études assez variées, du coup. C'est ça qui m'a un peu interpellée. Tu as commencé par un gymnase en option art, et puis après, tu as fait un bachelor en sciences politiques. Et là, tu es en cours où tu as terminé ton master. J'ai fini en juin de l'année passée. Ok, alors, c'était bien terminé. Le master en durabilité. Durabilité, ouais. Ouais, ok. Fondement et pratique de la durabilité, plus précisément. Ouais, ok, trop bien. Mais ça a l'air déjà, genre, un éventail super intéressant qui se complète, qui se distingue, mais qui se complète visiblement. On pourra en reparler, je suis curieuse. Moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que t'as fait toujours beaucoup de petits boulots à côté de tes études, depuis très jeune, et toujours resté pas mal active dans plein de domaines différents. Et moi, ce que j'ai noté aussi, c'est que tu as pendant plusieurs années fait différentes actions en tant qu'activiste avec différents groupes, mouvements. On pourra grave en reparler de ça. Je pense que ça va être super intéressant. Et je crois que tu as commencé assez tôt, 2018 peut-être, c'est juste? Ouais, je crois que c'est ça, 18 ou 19. Ouais, quelque chose. Ok, on pourra revoir. Et j'ai aussi noté que t'es quelqu'un avec multiples facettes de passion. J'ai noté danse, peinture, non pas peinture, musique, peinture, photo, beaucoup de photos, oui c'est vrai. Ok, donc en plus t'as une personnalité qui est vraiment dans la culture, dans l'artiste, et j'aime bien déjà ce début de portrait. Toi Aurel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais compléter à ce que je dis? Non, mais c'est déjà pas mal. Mais peut-être que toi, tu as des choses que. Enfin, c'est difficile de résumer une personne en même pas 2 minutes, mais peut-être que tu as des choses à ajouter à ce niveau-là. Non, ça va. C'est plutôt pas mal. Je suis trop fidèle? Ok. On peut dire que t'es lausannoise? De cœur, on peut dire. Dans Ouais. le sens où je suis née là et après j'ai été déracinée par un déménagement et maintenant je suis revenue. Ah alors, lausannoise de cœur. Oui. Ça me va. Ok. T'as vécu welcome. C'était à Yvonand, c'est ça avant? Ouais. Donc c'est pas tout à fait Lausanne, il y avait quand même. Un petit gap quand même. Ok, trop beau. Bienvenue. Je me réjouis de notre échange d'aujourd'hui. Et du coup, avant de commencer vraiment la discussion au complet, j'aimerais proposer le jingle La vie au bol. Ok les gars, je t'explique, tout simple. Dans ce bol ici, on a préparé quelques petites questions avec Aurel qui nous permettraient juste de s'échauffer, je dirais, sur la suite de notre émission. Je te propose d'en tirer une au sort, comme ça, et tu nous la lis à haute voix, et tu peux y répondre. Ah, quelle branche t'a marqué
Et ajouterais-tu au système scolaire? J'ai cru que c'était écrit système solaire au début. Je me dis, voilà, la question est trop technique déjà. Ouais, c'est ça. C'était trop. Au système scolaire, genre vraiment que l'école obligatoire ou ça peut être Ça aussi peut l'uni? ça peut être l'uni, ça peut être le gymnase, ça peut être Ok. ce qui te plaît ou ce que tu as envie en fait. Ok. Je pense deux choses. Ce que j'ajouterais, je commence par ce que j'ajoute, c'est la sociologie. Ça, c'était en sciences politiques. Que c'est vraiment une discipline que j'aimerais rendre obligatoire. Enfin, je voudrais pas, dans l'absolu, obliger des gens à étudier des trucs, mais la sociologie, ça, je me dis, genre, si tous les gens, ils avaient une base, franchement, je pense déjà que les politiciens pourraient dire beaucoup moins de conneries. Et voilà, je pense qu'il y a des choses qui iraient mieux. Je me sens flatté. Vu que bah voilà, je fais des Des études études, sociaux. du coup, plutôt bien choisi en C'est fait. ça. Et sinon, quelle branche m'a marqué? Je pense je pourrais dire droit international public. C'était du coup à la fin de mon bachelor de sciences politiques, j'ai pris ce cours en crédit libre en droit. Et c'était hyper dur et c'était le truc le plus passionnant que j'ai fait, clairement. C'est quoi que t'en as retiré particulièrement, genre s'il y a une chose. Euh, Je pense que si c'était hyper passionnant, il y a plein de trucs. Mais... Ouais, ben c'est que bah, le droit, enfin, je pense, je m'y connais pas trop en droit, mais en général, les cours de droit, bah, je pense qu'ils apprennent beaucoup de règles qui, enfin, il y a un peu un système fermé et ben, on a telle loi appliquée et voilà. Et le droit international public, c'est un mélange entre des règles ben, précises, écrites, ben, voilà, et l'anarchie totale dans le sens où il n'y a aucune, je sais pas, autorité suprême pour le faire respecter en fait. C'est pas un domaine du droit qui est genre inclus dans un domaine plus grand. Et du coup, bah, c'est hyper intéressant de voir, en fait, de réfléchir à qu'est-ce qui font que finalement les lois qui existent, elles sont respectées ou pas. Il y a aussi tout un domaine du droit international qui est pas écrit, c'est ce qu'on appelle la coutume. C'est juste des habitudes qui sont respectées comme ça. Enfin, je crois, par exemple, il y a un truc du style... Si les... Il y a un petit écho, c'est bon, c'est parti. Du style, je crois, si deux bateaux ils se croisent en mer ou je sais pas quoi, ils doivent se saluer, enfin, il y a des trucs comme ça. Ou bien, je sais pas, si il y a des pourparlers entre deux pays, il y a peut-être telle personne qui doit saluer telle autre personne de telle manière, enfin voilà. Et c'est pas obligé de les respecter, mais si c'est pas respecté, ben, ça va créer un problème. En même temps, c'est pas vraiment obligé, et du coup, c'est super intéressant. Et c'était super intéressant de voir toutes les manières de résoudre des conflits au niveau international. Par exemple, il y a la Cour internationale de justice. Ça sonne un peu autorité suprême, justement, qui pourrait régler tous les conflits. Mais en fait, quand il y a un problème de droit international, enfin un conflit par exemple entre deux pays sur tel sujet, admettons je sais pas, une station pétrolière qui aurait eu une fuite et ça serait parti dans les eaux du pays voisin, enfin, par exemple ça, bah, du coup il faut voir par exemple si la cour internationale de justice, elle est, comment on dit, il y a toujours un écho, du coup j'arrive pas à parler, mais T'inquiète pas. si elle est, comme on dit, compétente pour traiter ce cas. Et ça, du coup, j'ai oublié malheureusement comment on le voit. Sinon, j'aurais pu faire un cours là avant une heure. Mais c'est hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs critères qui doivent être réunis. Et ça fait aussi, ben, c'est aussi un enjeu politique. Du coup, ben, souvent les pays voudront pas qu'elle traite il y a des pays qui voudront qu'elle traite du conflit et l'autre pays voudra pas. Et du coup, c'est tout un enjeu aussi comment on interprète les règles et tout. Et et voilà, c'est absolument passionnant. Et c'est dur aussi, parce que c'est du droit. Moi, j'étais en Sciences Po, j'étais chill, parce que c'était quand même un petit peu facile. Et j'ai suivi ce cours, j'ai révisé à la DER, parce qu'au début, j'arrivais pas à m'y mettre, parce que c'était le droit, c'était un peu chiant et tout. J'avais pas compris l'intérêt tout de suite. Et j'ai fait 1,5 à l'examen, en pensant que j'avais probablement fait 4,5. Je me disais, non, c'est bon, j'ai réussi. Et toi, tu te dis, il faut imposer ça à tout le monde, du coup. Non, ça, c'était la sociologie qui prend tout. Ah, ok. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'était hyper dur, en fait, mais c'était absolument passionnant. Ouais, une fois qu'on s'y met vraiment. Complexe, et c'était tellement bien que je me suis dit,
limite dans une autre vie, je recommencerai des études de droit parce que vraiment j'ai compris l'intérêt de la chose. Ok. Puis aussi, on a étudié des vrais cas, plusieurs. Genre, il y a un gros livre, tu peux l'emprunter à la bibliothèque de l'Internet. Il est comme ça, et il y a tous les cas que la Cour internationale de justice, elle a dû trancher. Vraiment du premier au dernier, et tu peux tout lire. Et c'est disponible ça comme ça, tu peux le lire. Ouais, c'est incroyable. Et plus les cas avancent, plus, genre le premier, c'est genre 3 pages et c'est réglé. Ouais. Et plus t'avances, plus les trucs après, c'est genre 40 pages, encore plus. Et au début, il y a des trucs genre tout simples, genre comment délimiter la frontière maritime entre 3 pays. Je crois que c'était genre le Danemark et puis je sais plus les 2 autres. Et en fait, l'idée c'était genre comment tu mesures la distance, genre... Ouais, enfin t'as 3 pays comme ça et comment tu mets le milieu en fait, c'est pas si évident. J'arrive pas à expliquer comme ça, mais il y aurait plusieurs manières de mesurer en fait. Et du coup, la cour devait être tranchée. Et après, il y a d'autres histoires trop bien. Et tout ça, du coup, genre, ce gros bouquin, il t'a passionné parce que t'avais, genre, le sentiment d'avoir plein de situations et plein de problématiques avec des résolutions que tu pouvais te calquer dessus. Enfin, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ce gros livre, du coup, tu penses, s'il y a un truc? Bah, il y a un truc qui est assez... Enfin, que je trouvais un peu, genre, trop stylé, c'est que, en général, quand il y a un problème de droit, c'est par exemple, je sais pas... tel chef d'entreprise contre, je sais pas, telle personne, ou tel voisin contre tel autre. Et, enfin, oui, des fois, c'est des entreprises en entier qui ont un conflit avec quelqu'un, mais ça reste des entités assez... On se les représente, et c'est pas des trucs très impressionnants. Et là, en fait, c'est des pays. Et du coup, je m'imaginais, genre, schématiquement, genre, je sais pas, le Danemark qui écrit à la Cour internationale de justice en mode, ouais, je sais pas, la Belgique, elle me fait chier. Genre, aidez-moi. Et c'est trop fou. Et j'imaginais le métier le plus stylé du monde. T'es à la Cour internationale de justice, genre t'es juge là-bas, et ton taf, genre le matin tu ouvres le courrier et t'es genre, ah oui, il y a tel pays qui est en fight avec un autre et on doit résoudre ça. Et c'est genre tellement stylé. C'est sûr. Moi, genre, je pense que c'est le métier le plus stylé du monde. Ouais. Ça doit être une pression dingue quand même. Ouais, et surtout que y a des guerres, genre je sais plus, je suis plus sûre du pays. Est-ce que c'était le Venezuela? J'ai oublié. Mais genre, il y a un pays qui se faisait genre vraiment totalement attaqué par les États-Unis en mode pas du tout officiel. Et du coup, ils ont porté le cas devant la Cour internationale de justice. Et ils les ont accusés, les États-Unis, de genre, je sais pas, genre viol, terrorisme, meurtre, tout ce que tu veux. Et j'imagine le mec qui a lu le courrier, qui a vu la liste des doléances. Et en fait, ils ont... le temps qu'en fait la Cour internationale de justice, elle puisse... Enfin, je sais pas qui traite ça, mais enfin qu'elle soit déclarée compétente pour gérer le conflit, les États-Unis et les autres qu'ils étaient avec, je sais pas trop comment on dit, bref, j'ai oublié l'histoire, ils avaient déjà genre gagné leur espèce de guerre. Et du coup, après, genre la cour, elle a dit oui, du coup, le Venezuela, c'est bon, genre, je sais pas quoi, genre, on est là, on va voir votre cas. Puis le gouvernement avait changé, puis du coup, ils ont été genre, non, c'est chill, on n'a plus besoin de vous. Et du coup, ça avait juste pris trop de temps. C'est dommage. C'est aussi les soucis, du coup. Ça, ouf. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait que tu commences un master en pratique fondamental de durabilité et pas te reconvertir en droit si t'avais autant marqué que ça? Je me voyais pas recommencer des études depuis le début parce que juste le sentiment que la vie avance et qu'il faut arriver quelque part. Je sais pas. Ouais. Et aussi quand même le droit international public, ça me passionne de ouf, mais parce que justement il y a cette dimension mi-droit, mi-anarchie. Et je pense qu'il y a plein de cours de droit qui m'auraient vraiment pas trop intéressé du tout. Voilà, je pense que c'était vraiment droit international public, c'était le kiff énorme, mais ça s'explique parce que c'est en particulier. Ouais. Puis si on discute encore de tes choix d'études, gymnase en option art, du coup c'était purement de la curiosité de vouloir expérimenter des branches en art ou peut-être qu'initialement de tes choix professionnels, est-ce que tu pensais faire une carrière en art? Je me rappelle plus pourquoi j'ai pris ça en vrai. Mais clairement, l'art, ça m'a toujours attiré très fort. Du coup, ouais, ça devait être ça. Mais je me rappelle pas, c'était il y a trop longtemps. Ouais. J'avais genre quand même 14 ans quand j'ai choisi ça, du coup. Ouais. Mais l'art qui t'intéresse en tant que
personnes qui pratiquent ou personnes qui consomment de l'art plutôt, enfin qui consomment de l'art, c'est un peu brut comme expression, mais qui s'y intéressent ou ça dépend. un peu les deux. Je pense que ça dépend des arts et des possibilités genre matérielles aussi. Par exemple, est-ce que j'aimerais faire du cinéma? Oui, de ouf. Est-ce que j'en ai la possibilité? Un peu difficilement. Par contre, la photo, c'est beaucoup plus accessible. Donc ça dépend aussi de ça. Après, ça dépend aussi où je suis, genre douée ou pas. Par exemple, le chant, ça me passionne, mais je chante vraiment mal. Honnête. Par contre, par exemple, la photographie, justement, je pense que j'ai un certain talent qui aurait pu être exploité. Et du coup, c'est soit ça m'intéresse genre en théorie et en pratique, si j'ai un peu le talent ou des compétences comme ça, soit ça m'intéresse que en théorie. Mais il n'y a pas tellement d'art qui m'intéresse pas du limite, je sais pas, la sculpture, c'est pas le truc ça me fascine pas. Ouais. Mais du coup, alors il y a quand même pas mal de dimensions de l'art que tu te vois bien dedans. Genre la danse, tu pratiques aussi? Toi, t'en fais? Ouais. Ok. Et puis, est-ce que tu as l'impression que... je sais pas, peut-être ça va être une grande question. Que de par ta sensibilité à l'art, la culture, c'est aussi une manière de vivre ton engagement aussi. Est-ce que du coup, tu consommes de... Comment on appelle ce genre... L'art engagé? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? L'art engagé. Banksy, est-ce que c'est un art engagé par exemple, ou un peu des arts qui dénoncent, des arts politiques? C'était quoi la question? Si c'est ce genre de dimension de l'art aussi que tu peux aller vers. Ça m'a jamais spécialement appelé. Enfin, moi, j'aime bien l'art J'ai fait un mélange gratuit entre guillemets, genre juste l'art pour l'art un peu. Ouais. Pas qu'une dimension politique qui s'ajoute au truc m'intéresse pas, mais je m'en fous un peu. En fait, je pense. Ouais, ça suffit en lui-même. Ouais. De ouf. Ok, trop intéressant. Genre, je me fais déjà assez, entre guillemets, chier à faire de la politique. Quand je fais de la politique, c'est pas pour encore me faire chier avec ça quand je profite de l'art un peu. Ah, ok. Donc l'art pour toi, c'est vraiment genre une échappatoire, une sorte de façon de peut-être s'éloigner d'un monde trop politisé? Non, je pense pas que c'est une échappatoire, mais c'est juste autre chose un peu. Ok, tu fais la différence finalement. Ouais. Mais après, en vrai, si d'un coup il y a de l'art qui a un message politique et que je trouve que le morceau d'art ou l'œuvre, je sais pas comment dire, genre est bien et que le message est bien et que tout est super, ça va me faire kiffer de ouf, clairement. Mais c'est pas ça que je vais spécialement rechercher a priori. Ok, ouais. J'ai compris, de ouf. Trop intéressant. Complètement, ouais. Et t'as des références artistiques que tu... Je sais pas, peut-être en musique, que tu suis depuis super longtemps et que peut-être ça a aussi façonné certaines parties de ta vie. Je crois que c'était une fois avec toi, Aurel, que tu avais dit qu'il y avait un groupe Nirvana qui t'avait pas mal accompagné. C'était ton cliché. C'était ton cliché à toi. Mais oui. Est-ce que toi, tu as un groupe ou un artiste ou un art en particulier qui a été une grande référence pour toi? S'il y a quelque chose qui te vient comme ça, sinon... Moi, j'avais à la base un trio de chanteuses qui était un peu mon trio sacré. Et il y en a une, elle est plus dedans maintenant. Je vous laisse deviner laquelle. Je dis les trois et vous me dites laquelle est plus dedans. Allez. Du coup, il y a Shakira. Après, il y a Carmen Consoli, c'est une chanteuse sicilienne. Et après, il y a Nina Simone, je sais pas si vous connaissez. Laquelle est plus dedans. Mais pourquoi elle est plus dedans? Pour des raisons... elle me tient plus à cœur, elle me fait plus vibrer comme avant. Shakira. Oui. Ouais, Shakira. Je suis déçue aussi, hein, je dois l'avouer. Moi, j'ai pas suivi. C'est quoi qui vous a déçu? Moi, il n'y a rien qui m'a déçu, je pense juste que j'ai grandi. Parce que moi, je l'ai commencé je l'ai découverte et je l'ai adorée directement à l'époque de Waka Waka. Du coup, il y avait déjà de quoi être déçu en fait à ce moment-là. C'est vrai que ça date. Non, j'avoue, c'est peut-être l'évolution artistique que je me suis dit, on aurait pu faire des meilleurs choix, Shakira. On aurait pu faire des meilleurs choix. Absolument, je suis d'accord, de ouf. Puis sinon, très important pour moi, il y a beaucoup de chanteurs italiens qui sont pas tout à fait contemporains. Genre, il y en a un, il est mort récemment. Ok. Ah, vrai.
plus... je sais pas dans quelles années ils faisaient de la musique, en fait, je suis pas très... C'était peut-être les plus les années 80, 70... Il y en a un, c'est plus les années 70, je crois. Mais enfin bref, c'est des chanteurs italiens très connus en Italie et absolument incroyables. Du coup, ça c'est important pour moi aussi. Mais Nina Simone, d'ailleurs, je connais pas super bien, mais en plus elle était assez engagée, non? Il y avait tout ce côté ouais, droit des femmes, mais genre elle était hardcore, hein, genre j'ai vu une vidéo. Marxiste. Il y a un documentaire sur elle qui est incroyable qui s'appelle What Happened Miss Simone, je recommande. Okay. À un moment, elle est sur scène lors d'un concert et elle est en train d'encourager le public à tuer des blancs. Voilà, yes. C'était radical. Merci Nina. Ok, elle critiquait la non-violence. Bah d'ailleurs, elle a fait cette chanson incroyable sur ça, chanson hyper politique qui s'appelle Mississippi Goddamn. Je crois que je connais toutes les paroles par cœur. For real? Ouais. Tu nous fais une perf. Ouais, je suis en train de me repasser les paroles. Elle parle de quoi globalement dans la musique déjà? Mais justement, elle s'indigne contre la non-violence. Ok. Et elle est très énervée. Ouais. Il y a la colère. C'est vrai. Il y a Pablo dans les commentaires, il dit Hips Don't Lie était incroyable aussi. De pas de Nina Simone cette fois. Non, ce qui est incroyable de Shakira, c'est genre son 3e et 4e album, quand elle avait genre 16 et 18 ans, je crois. Ouais, 16 et 18 ouais, c'était ses tout débuts, là. Ouais, et ça avait rien à voir quand je montre à des gens, genre, ah, c'est ça que je préfère de Shakira, ils sont en mode, c'est Shakira, ça. Enfin, quand elle avait encore les cheveux noirs. Ah, ouais. Oui, elle avait les cheveux noirs, et puis elle avait des chansons avec des paroles stylées, et des clips, je sais pas, c'était un peu rock et bizarre et un peu surréaliste, enfin, ça n'avait rien à voir. Ok, trop beau. Et puis c'était tout en espagnol. C'était bien au début. Mais les paroles étaient bien, les paroles étaient trop bien. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait après, les paroles sont devenues vachement bien. Moi, je m'en souviens de mon papa qui avait tous les 2 premiers albums de Shakira, puis qu'il écoutait dans la voiture constamment. Parce qu'il est espagnol, et du coup, c'était une chanteuse internationale qui chantait en espagnol, et du coup, genre, il était si fier, puis il les connaissait par cœur. Mais après, je crois pas qu'il a acheté les autres albums. Et en vrai, c'est comme ça que j'ai connu Shakira, par mon papa. Drôle, hein? Drôle. J'ai vraiment l'impression que non, mais je sais pas. Non, mais je m'y connais pas assez, on dit, peut-être pour parler de ça. Tu veux lancer une théorie? Non, mais j'allais dire, j'ai l'impression que la qualité s'est dégradée plus ça avançait, mais en vrai, non. Qui suis-je pour dire ça? C'est difficile à dire. C'est pas. Le buzz. En tout cas, elle te parle moins. Mais c'est peut-être devenu de plus en plus commercial quand même, ça oui, je pense. Ouais, comme beaucoup d'artistes, il y a eu des choix comme ça. Parce que maintenant, elle est revenue à des trucs très latino, mais très, très... Genre vraiment top commercial latino, j'ai l'impression. Un autre niveau de latino. Ouais. Méga différent du début. Ouais, je vois tout à fait le rythme latino. Je peux faire un petit placement de produit? Oui. Oui, tu peux, bien sûr. Là, maintenant. Pour tous les gens qui aiment la musique, il faut aller voir la chaîne de Music Feelings. Voilà. C'est quoi comme chaîne? C'est un mec qui est camerounais, je crois, d'origine. Ouais. Qui s'y connaît de ouf en musique, mais genre pas juste en musique en mode j'analyse la chanson, mais tout ce qu'il y a autour, la production des chansons, la carrière des artistes, tout ce qu'il y a autour en fait. Et il fait surtout des vidéos sur le contexte, sur les États-Unis, mais aussi un peu sur la France, parce que maintenant il habite en France, je sais pas depuis combien de temps, depuis plusieurs années. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup, pour ceux qui aiment pas genre le hip-hop, le R&B, et voilà, bon ben, c'est peut-être pas la bonne chaîne, mais même le nom de la chaîne, t'as dit que ça s'appelait comment? Music Feelings. Music Feelings, ok. Et les vidéos ont des titres extrêmement putaclic, mais il faut pas s'arrêter à ça, parce que c'est vraiment incroyable, et j'ai appris tellement de trucs. Mais genre, tellement de trucs, c'est trop intéressant. Ça doit être passionnant. Et en plus, lui, vraiment, il a une manière de parler, je pourrais l'écouter pendant des heures, même s'il disait même pas des trucs intéressants, parce que, je sais pas, trop un truc, je sais pas, il raconte vraiment, il y a quelque chose. Ok, un bon narrateur aussi avec. Ouais. Okay. Puis apparemment il connaît plein de gens dans le milieu et il a des bonnes sources et voilà, genre c'est pas une personne qui regarde les choses de l'extérieur et qui essaie de faire des analyses, genre il connaît. Ouais. Et dans sa dernière vidéo qui portait sur
est-ce que Beyoncé et Aya Nakamura, qui étaient donc en concert à Paris quasiment Mhm. en même temps récemment, est-ce qu'elles ont assuré ou pas? C'était ça, le titre. Le titre de la vidéo, c'était Mhm. pratiquement ça, ouais. Et du coup, Il oui. expliquait conclusion. que... conclusion, genre, plutôt oui, mais avec des nuances. Parce que le mec est nuancé, le mec est intelligent. Du coup, à un moment, il racontait... Est-ce que vous connaissez la petite sœur de Beyoncé? Oui, La petite histoire. La petite sœur de Beyoncé. oui, moi je connais. Ah, bravo. Elle est incroyable. Tu sais que Elle je est l'ai cool, vue hein. je l'ai vue préfère à que Montreux Beyoncé, en plus. Ouais, elle est incroyable. Solange. J'ai honte. Il faut que tu ailles voir, elle est incroyable. Mhm. Ok, j'irai. Et de du ouf. coup, il disait que lui, il a vu Beyoncé à Bercy, genre... Non, pas à Bercy, mais bref, enfin, je sais plus. Mais... Ouais, peut-être à Bercy. Mais en France, genre peut-être en 2012. Et en fait... Qu'est-ce que je voulais dire? Genre le lendemain ou le jour d'avant, il y avait Solange qui était en concert à Paris à la maroquinerie, aucune idée de ce que c'est, mais voilà. Mhm. Et du coup, il est allé voir les deux. Et il disait qu'au concert de Solange, bah, il était tout devant et il chantait les paroles et tout. Et il était tellement à fond qu'elle lui a dit de venir genre sur scène et ils ont Maman. dansé ensemble et tout. Le moment. Et en plus, il y avait Beyoncé qui était là, elle était sur un banc devant et elle regardait le concert de sa sœur. Et après donc il raconte ça dans la vidéo. Mhm. Et moi, j'étais en mode, oh mon Dieu, c'est incroyable, enfin, voilà. Et après, il dit que, en fait, à la fin du concert, Solange, elle a demandé à un garde du corps de venir en ramener dans sa loge le mec avec qui elle dansait sur scène. Et là, il fait, bon, ce sera pour une autre histoire. Et moi, je la frère, raconte-nous la suite. Et j'espère qu'il va en parler un jour. C'est un bon dans sa youtubeur. prochaine vidéo. C'est un bon Il youtubeur est incroyable. pour susciter autant d'intérêt. Ouais. J'ai envie d'aller voir. Non, de ouf. Du coup, il y a le lien aussi dans le chat, vous pouvez aller voir. Faut C'est pas vrai hésiter. Ouais, ouais. T'as trouvé le lien? T'es sûre que c'est le bon? Bah, dis-moi, Music Feelings. Mais c'est quelqu'un qui a Et envoyé? du coup, ouais, c'est le bon C'est lien. quelqu'un qui a envoyé? Oui, Le c'est modérateur. C'est notre qui? Ah, c'est le modérateur. modérateur. Oh, bravo. C'est incroyable, quel professionnalisme. Du coup, Ouais. voilà, n'hésitez pas à aller cliquer, à la regarder. Puis vous Music pouvez aller Feelings. voir la vidéo À quoi sert Michel dans les Destiny's Child. Toutes les recommandations de Liga. Parce qu'elle est courte et Et bien faite. ouais, c'est un bon début, je trouve, parce qu'elle est courte et il pose un truc intéressant. Parce qu'il a des vidéos de genre 10 ou 20 minutes et il en a des de 40 aussi. Ok. Celle-là est vraiment Mhm. courte Ok. et efficace. Et du Ok. coup, je trouve on voit rapidement l'intérêt de la chose. Ça donne un bon Ouais. mood sur toute la chaîne, un peu comme ça. Ouais. Ok, so nice. Ou la vidéo pourquoi Christina Aguilera elle a floppé, mais je sais plus le titre de la vidéo. Oui, pourquoi Bionic a floppé, je crois. Et genre elle explique l'impact de l'influence de Lady Gaga dans le truc. Mhm. Et Oh, c'est tous les tellement liens. Je suis intéressant. trop Et j'ai appris curieuse. que Christina Aguilera en fait c'était genre, je me censure, une grosse connasse. Genre On une va avoir fois, des problèmes. une fois, elle jouait du piano comme ça sur scène, dehors, et il y avait des fans du coup qui fait un concert, et elle a jeté son chewing-gum dans la foule. Comme ça. Ah. Ouais. No way. Mhm. Ah ouais. Et du coup, ça a augmenté son flop parce qu'apparemment, quand elle a floppé, bah, genre elle est tombée de son piédestal un peu, et ouais. tout le monde lui est tombé dessus, genre les médias, tout le Mais monde, tu parce que c'était trop une connasse. Du coup, dès que ses ventes marchaient plus, bah tous les gens l'ont descendu. Ouais. Eh, c'est vrai. Mon Dieu. Mais là, tu me dis des noms. Oh là Ça fait là. remonter le souvenir. Ça fait... C'est ouf, ça fait du bien. C'est marrant. Bah, trop beau. Ok. Moi, je vois que t'as une grande culture, en tout cas, sur plein de domaines différents. Musical, beaucoup. Grâce à Stevie. Merci. Et c'est drôle parce que, genre, des fois, je me disais, genre, pour la politique, j'ai Steven et pour la musique, j'ai Stevie. Ah oui, c'est pas mal. Ah, ouais. C'est pas mal, ça se complète les deux. Mhm. C'est vraiment pas mal. Bah, du coup, tu disais pour la politique. Venons-en, vite fait, hein, politique. Vite fait. Vite fait. C'est pas intéressant. C'est pas C'est intéressant. Vite fait, parlons-en vite fait. Il faut un peu des deux. Non, mais ouais, écoute, bah voilà, nous on aimerait savoir qu'est-ce qui t'amène à t'engager en fait. Je sais pas, j'ai fait un peu des suppositions comme ça. Est-ce que, bah, je crois, toi t'es deuxième génération de filles d'immigrés de deuxième génération, italien peut-être? T'as de la famille italienne, non? Non, Pas du tout. non, on est suisse depuis Pas du le tout. début des temps, apparemment. Je sais pas, mes arrière-grands-parents sont suisses. Je sais Ouais. pas qui y avait avant, mais. Ok, 100% suisse. Alors d'où Ouais, vient 100%. cet engagement? Est-ce qu'il y a d'autres... Comment ça s'est réveillé en toi? Mhm. Du coup, on passe à la partie moins fun. Moins fun? de la Ok. discussion. Ça dépend, on peut rendre ça Ouais. fun. Donc, du coup, je pense depuis à peu près toujours, je pense que j'avais quand même un certain intérêt pour, genre, je sais pas, un peu la justice de manière générale. Mais
Un truc très important, c'est quand j'avais 16 ans, j'étais en vacances au Danemark avec ma famille. Super vacances d'ailleurs, mais c'est super important. Et du coup, à un moment, on était dans un musée à Copenhague, je pense. Oui, je crois que c'était à Copenhague. Et il y avait une exposition de photos. Et il y avait une photo très connue, hein, je crois, d'une jeune femme afghane qui a plus de nez, en fait. Et du coup, c'était expliqué à côté de la photo qu'elle a plus de nez, parce que en fait, elle a été mariée de force, elle avait essayé de s'échapper, et son mari, bref, il l'avait retrouvée, il lui avait jeté de l'acide au visage. Et du coup, je m'étais enfermée aux toilettes et j'avais pleuré beaucoup. Et j'avais vraiment pris conscience à ce moment-là de à quel point j'étais ultra, ultra, ultra privilégiée. Enfin, je veux dire, ma vie comparée à la vie de cette meuf, voilà, genre, il n'y a pas photo. Euh, et, et du coup, à ce moment-là, j'avais vraiment, je sais pas, genre, déterminé que, genre, je devais mettre ces privilèges au service des gens qui sont, genre, autant dans la merde. Et que ça devait forcément faire partie de ma vie. Et du coup, après, ça a vraiment ça a eu une grosse influence sur tout le reste de ma vie parce qu'après, par exemple, quand je suis arrivée à l'Uni, j'ai énormément hésité entre sciences politiques et puis aller en lettres. Et en lettres, typiquement, je voulais prendre, je crois, français, cinéma et philo. Je crois que c'était ça. Il y avait aussi de linguistique qui m'intéressait. Mais j'avais hésité de ouf. Genre, c'était vraiment la crise existentielle. Et même, finalement, j'avais fait les 2 lettres. Genre, j'avais mis dans 2 enveloppes tellement j'hésitais jusqu'au bout. J'avais préparé les 2 trucs. Et je me rappelle, j'étais allée amener à la poste à Yvonne les enveloppes, j'avais pris les 2 avec. Et au moment de mettre dans la boîte, j'avais encore changé. Et du coup... tellement drôle. Et du coup, j'ai pris sciences politiques au final, mais j'avais pris sciences politiques parce que je pensais que... j'étais en mode, pour résoudre des problèmes dans le monde, ça paraît pertinent de s'orienter vers ça. Mais mes passions, c'était tout ce qu'il y avait en lettres. Et du coup, j'ai fait passer sciences politiques avant mes passions. Et après, j'ai commencé du coup sciences politiques. Et après 3 semaines, j'étais en mode non, mais je crois qu'il faut que je change. Je sentais que j'étais dans un groupe de potes, que j'ai eu la chance dès le début de rencontrer pas mal de gens. On était un bon groupe direct. Et je voyais que j'étais pas autant intéressée par les cours que eux. Genre, je trouvais pas ça ultra chiant, mais ouais, j'étais en mode, je sens que ma place est pas là. Et après, il y a un hasard qui a tout changé, c'est que je suis allée au cinéma des Chalands voir le film Demain. Je sais plus, est-ce que c'est Cyril Dion, réalisateur, ou c'est un autre? C'est Cyril Dion, Et il y a Mélanie Laurent dedans. C'était un documentaire, quoi. Ouais. Et du coup, je suis allée voir ce truc, je pense un peu par hasard. Et en fait, ce film, il m'a marqué. Genre, aujourd'hui, j'aurais une vision très critique de ce film, mais sur le moment, j'étais peu politisée. Et un truc qui m'avait énormément marqué, c'est. En gros, c'est un film où il présente un peu, je sais pas, différents projets dans le monde par rapport à l'écologie. C'est des solutions, je pense, un peu de... Et à un moment, il y avait un truc qui était, je sais pas, par rapport à une manière différente de faire du commerce, peut-être de légumes, j'en sais rien, je sais plus ce que c'était le truc. Mais en gros, il parlait du pouvoir des consommateurs, que si d'un coup ils décident tous d'acheter genre autre chose, en fait ils ont un giga pouvoir parce que du coup ceux qui font le produit nul ils sont niqués. C'était sur le principe du boycott et machin. Et ça m'a fait trop impacter parce que je m'étais rendu compte que les humains, s'ils se mettent ensemble, selon ce qu'ils font, ils peuvent avoir un pouvoir énorme. Et du coup, ça avait un peu donné sens à mes études en sciences politiques et j'avais réussi à trouver un intérêt à tout ça. Alors que bon, aujourd'hui, l'idée de consomme-acteur, je critiquais tout, mais sur le moment, c'était vraiment de voir le pouvoir collectif un peu. Et du coup, je m'étais dit non, mais il faut que je reste en Sciences Po, ça avait tout changé, alors que j'étais sur le point d'aller en lettres. Du coup, je suis restée là-dedans. Et après, j'ai pris le master en durabilité parce que l'écologie, c'est important. Enfin, le réchauffement climatique, tout ça. Voilà. Mais je sais plus ce que c'était la question. Vis-à-vis de ton engagement, un peu, quelles ont été les étapes? Ouais, c'est venu jeune, 16 ans. Ça a beaucoup été de ta position de privilégié, comme tu dis, de se dire, étant donné que j'ai cette position, tu me dis si je résume bien, faut en faire quelque chose. Et en fait, à partir de là, ça a façonné beaucoup tes choix, finalement, tes choix d'études. Moi, c'est pas que ça me surprend, hein, je suis dans la même... mais tu vois, de mettre de côté tes passions pour faire soit un métier ou soit des choix d'études, que tu te dis ça va être utile, chercher cette utilité de se rendre utile dans le monde.
c'est gros. Est-ce que ça provoque... aujourd'hui, tu es toujours sur ces mêmes rails. Est-ce que ça provoque des... Je sais pas, de l'éco-anxiété finalement de voir... Moi, j'ai jamais eu d'éco-anxiété puisque je trouve tout ce qui se passe très très drôle. Dans le sens. Enfin, moi, je vis vraiment pour le dicton mieux vaut en rire qu'en pleurer. Du coup, c'est vraiment. On vit une époque absolument hilarante. Oui. Du coup, je souffre pas d'éco-anxiété. Mais. Qu'est-ce que je voulais dire? Par contre. Enfin, oui, je suis toujours sur les mêmes rails, mais. Je mesure quand même tous les sacrifices que ça implique, les choix que j'ai faits, dans le sens où j'ai toujours... Enfin, je me suis écartée de mes passions pour suivre un peu genre le droit chemin. Enfin, le chemin moral plutôt, parce que le droit chemin, ça fait un peu en mode faire carrière, tout comme... c'est pas ça. Mais du coup, ben... Ouais, ça implique, par exemple, je pense que si j'étais allée en lettres, pas pour dire que, par exemple, les notes, c'est très important. Mais je pense que, par exemple, en cinéma, je pense, avec toute l'humilité du monde, que j'aurais déchiré. Vraiment, je pense que j'aurais déchiré. Et en Sciences Po, j'avais pas des mauvaises notes. Genre, c'était bien. J'avais genre peut-être 5 de moyenne. À la fin, franchement, c'était bien, 4,5, 5. Mais j'ai jamais pu, genre, exprimer vraiment un potentiel parce que c'était pas... Je devais quand même un peu des fois me forcer quand même à m'intéresser. C'était intéressant, mais c'était juste pas ma passion. Et du coup, c'était quand même un effort permanent. Enfin, pas permanent, parce qu'il y avait des cours qui étaient vraiment... Enfin, c'était incroyable. Mais c'est pas... C'était pas en alignement avec mes chakras cosmiques. Hein. Et ouais, le master, non, mais le master, c'était encore pire parce que je l'ai pas aimé. Le bachelor en Sciences Po était vraiment bien. T'as pas trop apprécié, du coup, ton master en durabilité? Non, parce que ça m'a vraiment quasiment rien appris. Waouh. Et c'était, en fait, ce que je trouve, c'est que c'est un master super philosophique. Et moi, j'avais pas besoin de philosophie, j'avais besoin de politique. Parce que pour moi, l'écologie, c'est de la politique. Alors, j'ai besoin d'outils politiques. Et du coup, des cours philosophique, ben je m'en fous. Genre, on avait un cours d'éthique qui était un très bon cours, hein. Franchement, on apprenait des choses bien, j'ai appris plein de trucs, c'était approfondi, on est allé dans des textes méga complexes et tout, enfin franchement c'était du bon taf, mais c'était genre sur les différents types de rapports de l'homme à la nature, et on s'en branle vraiment. À l'heure qu'il est, politiquement, ça ne nous est pas utile. Enfin, limite, si t'es quelqu'un qui est pas du tout sensible à ces questions et tu suis ce cours et ton cerveau se retourne, c'est cool. Mais moi vraiment, je m'en branle. À aucun moment dans ma vie politique, j'ai besoin de savoir, je sais pas quoi, biocentrisme, héliocentrisme, machin, je m'en fous. Je crois que c'était ça les termes, je sais plus. Ouais, il y a ce côté abstrait où t'es un peu dans le monde des idées et puis finalement, c'est peut-être un peu déconnecté de la réalité de ce qu'il faudrait. Mais ce master, il avait aussi un peu une vibe, quand même un peu que c'est important de changer le rapport de l'homme à la nature, un certain truc aussi, transition intérieure et tout. Et moi, politiquement, je suis en désaccord avec ça. Du coup, voilà. Enfin, politiquement, j'étais pas... Parce que oui, le master avait clairement quand même une dimension politique, mais c'était pas la bonne, selon moi. Ouais. Et puis, tu nous as parlé des choix d'études un peu en rapport avec ton engagement. Il n'y a pas eu que tes études, j'imagine, avec ton engagement, enfin, même je sais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es engagé dans des associations, dans des groupes, lesquels à ce niveau-là, parce que ton parcours militant ne se résume pas à tes études. Bah, en fait, c'est lié au droit international public, parce que du coup, comme j'ai raté comme une merde mon examen, là, que j'ai eu 1,5, ben, en fait, j'avais très bien réussi tous mes cours de Sciences Po, aucun problème, et cet examen de droit, il était en 3e année, et je l'avais mis à la session d'août. Du coup, pas possible de faire un rattrapage après, en fait, sans déborder sur une autre année. Ouais. Et comme c'était à la fin de mes études, bah en fait, ça impliquait qu'en août, j'avais pas mon bachelor parce qu'il me manquait cette note, quoi. Et du coup, bah, je devais faire l'examen en hiver. Et du coup, en fait, j'ai pas pu commencer le master en durabilité tout de suite. Et au début, c'était une situation déchirante. Enfin, j'étais confrontée à un très gros échec alors que j'avais jamais eu d'échec avant.
Et ce truc absurde de genre, j'ai tout réussi, aucun problème, et au dernier moment, je foire un truc et je perds une année, enfin genre, Ouais, c'est Cours qui gros, même pas dans ton stupide. cursus de Et base. ouais, et en plus, un truc que je me suis infligé de manière C'est gratuite. énervant. Puis aussi, j'avais quand même commencé les cours parce que j'espérais que l'uni ferait une exception, et du coup, je commençais à apprendre à connaître les gens de la classe, et après 2 semaines, j'étais en mode, bon, bah, je dois me casser, enfin, Ah, voilà. Mais après, finalement, je me suis dit, assez vite, je me suis dit, ok, mais ça me fait l'opportunité d'avoir une année sabbatique que j'avais C'est pas génial, prévue, ouais. je vais pouvoir aller au cinéma. Genre, un des premiers trucs que j'avais fait, c'est aller au LUF, par exemple, et j'étais trop contente. Ah ouais. Et après, bah, je suis pas allée très longtemps au cinéma, en fait, parce que il y a une... C'était en... quoi, fin septembre. Il y a une amie, enfin ma meilleure amie d'enfance, elle venait d'intégrer Unipoly. Et elle m'a dit ah, ils vont en Allemagne bloquer une mine de charbon, nanana. Est-ce que t'es chaud à venir? Et bah clairement, j'avais le temps. Et du coup, je me suis un peu renseignée pour voir si la cause était juste. Et après, j'ai vu que clairement la cause elle était juste. Et du coup, je suis allée. Et Voilà. du coup, ça c'était ma d'ailleurs, première action. C'est ta première action? Ouais. C'est ta toute première action? Bah, je sais pas, Ouais. hein. Moi, quand j'avais vu ces images, je crois que je les avais vues en 2018. Ces activistes face à des énormes machines, des mines de charbon, des énormes terrains comme ça. Moi, j'étais là, waouh! Ça paraissait très impressionnant. Ça m'avait vraiment beaucoup. Enfin, moi, j'étais là en mode totale solidarité à distance. En mode, c'est courageux. Il faut porter des sacrées grosses couilles pour aller se mettre là-bas. Et toi, tu me dis que c'est ta première, du coup, expérience dans le milieu militant. Qu'est-ce que ça t'a fait de Mais débarquer là-bas? je relativiserais Quand même un peu. que genre c'est méga gros comme première action parce Ouais. que en fait t'es énormément, il y a des centaines de personnes ou peut-être même des milliers, je suis pas sûre. Et il y a plusieurs doigts, enfin ça s'appelle les doigts, qui attaquent, c'est des cortèges de gens qui attaquent la cible, enfin qui attaquent en guillemets, qui se rapprochent de la cible par différents chemins. Et il y en a des qui savent qu'ils vont prendre plus de risques, qui seront plus probablement confrontés aux policiers et qui sont plus prêts à aller à l'affrontement que d'autres. Et du coup, moi j'étais dans un doigt qui était genre modéré ou débutant, je sais pas trop. Du coup, déjà, tu sais que probablement tu vas pas trop t'en prendre dans la gueule. Et aussi, il y a énormément de gens, et du coup, oui, peut-être tu vas te faire arrêter ou machin, ou pire, au pire du pire, je sais pas, tu vas passer la nuit au pass, je sais pas. Mais les chances sont très faibles comparé à une action où tu serais genre 20 à Lausanne et où. Enfin, voilà, t'es tellement noyé dans la masse et dans le paysage aussi. Enfin, peut-être tu vas à peine apercevoir un flic de loin. Du coup, ouais, je trouve à relativiser l'aspect impressionnant. Après, il y a toujours des imprévus. Et ben, nous, on était dans un doigt modéré. Et en fait, on s'est pris des gaz lacrymogènes. Ouais, on n'a pas eu trop de chance. Mais c'était pas trop en tout cas. Ok, plutôt bien organisé pour pas que ça soit le chaos finalement. Puis aussi, bah, au niveau des conséquences légales, par exemple, après cette action, genre peut-être 2 mois après, j'étais dans le blocage, enfin l'occupation de Crédit Suisse. Moi, j'étais dans le groupe qui est parti quand les policiers ont dit de partir. Ce qui était prévu à la base, il y avait un peu, on était pas mal, mais il y avait des gens qui avaient dit nous, on va rester bloqués de ouf, et les autres, c'était ok. À l'avance, on avait décidé qu'ils pouvaient partir. C'était des gens qui avaient peut-être moins d'expérience ou qui voulaient moins risquer de trucs, et moi j'étais dans ce groupe-là. Mais ça, pour moi, ça c'est plus impressionnant parce que là, t'as les policiers en face de toi qui te disent tu pars ou alors t'as des conséquences. Enfin, là, toi, tu l'as ressenti d'une manière plus. Ça, pour moi, c'est plus pression que l'Ende Il y a moins ce phénomène de masse qui dilue un peu la. Ouais, là, c'est pas très dilué, non. Ouais. Super intéressant. Du coup, droit derrière, t'as participé du coup à cette action au Crédit Suisse. Tu peux vite rappeler aux personnes qui connaissent pas l'action, ce que c'était. Oui, le but c'était d'interpeller Roger Federer par rapport à son sponsor Crédit Suisse. Et c'était une super action, super bien pensée. D'ailleurs, elle a eu un écho international, donc vraiment juste respect éternel aux personnes qui l'ont mise sur pied. Et ouais, du coup, on est allé dans Crédit Suisse et puis on a joué au tennis, genre vraiment assez littéralement. Et on était tous déguisés avec des habits un peu ridicules et voilà. Puis on chantait des chansons, même les chansons elles étaient bien écrites, enfin tout était bien, franchement. Voilà, et après, il y en a une partie qui se sont fait arrêter et les autres, ils les ont regardés partir. Voilà. Après, il y a eu des procès et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières actions un peu de la vague, de toutes les actions de désobéissance civile qu'il y a eu à Lausanne. Enfin, c'était avant les grèves du climat, c'était avant
Ouais, c'était organisé par Lausanne Action Climat, Ouais. que maintenant il n'y a plus. Mhm. Donc en vrai, ouais, tu t'es assez vite impliqué dans le début des mouvements écolo, climat de Lausanne. Bah en fait, du coup, à Endegelende, j'ai rencontré des gens de Unipoli qui étaient là-bas. Ouais. Unipoli, encore rappel, c'est une association qui est active à l'UNIL et à l'EPFL pour une durabilité forte, si jamais. Ouais, forte. Voilà. Et du coup, bah, j'étais allée en car avec eux, je suis rentrée avec eux, donc déjà tu rencontres un peu des gens et tout. Et du coup, j'ai su qu'il y aurait une conférence de un mec qui s'appelle Cousinier, je crois. Ouais. Ça me dit rien. Mais... Bref, un gars qui faisait une conférence sur l'effondrement, en gros. Maintenant, ça devient flou dans ma tête, mais il parlait de à quel point c'est la merde, en fait, écologiquement parlant. Et du coup, je suis allée à cette conférence et je me suis pris la claque de ma vie parce que la situation était beaucoup plus grave que ce que je pensais. Moi, jusque-là, j'avais une vision du réchauffement climatique en mode les pays du Sud vont être grave dans la merde, puis nous, ça va genre aller, et du coup, c'est épouvantable, mais genre nous, ça va genre aller. Et là, j'étais en mode ah, mais non, en fait, c'est 50 fois plus grave que ce que je pensais. Et j'étais un peu dans le coton quand je suis sortie. Enfin, j'étais vraiment choquée. Mais là où il y a des gens qui m'ont dit qu'après avoir eu cette révélation, bah, genre, ils ont fait des cauchemars pendant des mois, des trucs comme ça, bah, moi j'étais dans le brouillard pendant genre 3 jours. Après, c'était bon, j'avais intégré l'information. Mais pendant 3 jours, je regardais les gens autour de moi et je me disais, ils sont pas au courant. Vous savez, genre, eh oh, genre, vous savez pas. Je dois vous dire quelque chose. Et ouais, ce sentiment bizarre que. Ouais, le quotidien a basculé et t'es dans un autre truc, mais après 3 jours, c'était métabolisé. Ok. Ouais. Et du coup, après, je me suis impliquée dans Unipoli, dans le lac, et voilà, puis après, à la grève du climat. Voilà. Après, c'est un peu les mêmes gens. Ouais. Voilà. Et pour finir, Agissons. Oui. Qui nous rassemble. Ouais. Et du coup, dans Agissons, je crois que du coup, tu as pu réfléchir un peu à la question. Qu'est-ce qui te parle dans Agissons? Qu'est-ce qui fait que tu es là maintenant, en fait? Ok. Aussi. Déjà, la première chose, clairement, c'est les gens qui ont créé ce mouvement. Bon, il y en a un, je le connais très bien. Un autre, on peut dire que je le connais bien. Un autre, on peut dire que je le connais assez bien. Et la dernière, on peut dire que je la connais un peu. Enfin, non, je la connaissais pas trop à l'époque, mais c'était tous des gens qu'on peut dire que je connaissais. Et c'était des gens dont j'estimais énormément l'intelligence et les compétences politiques, et des gens dont je savais qu'ils avaient de l'expérience. Peut-être un peu moins concernant Victor, d'expérience politique, mais il avait d'autres expériences bien. Bref. Et du coup, bah, déjà ça m'a fait juste forcément prêter attention au projet, vouloir me renseigner, vouloir comprendre. Donc déjà, ça te met dans des bonnes dispositions. C'est pas comme si j'avais vu passer une pub pour Agissons et voilà. Genre, j'étais liée au truc de base un peu. Donc toi, t'as connu Agissons dès ses débuts. Dès les rumeurs de... c'était même pas les débuts, c'était l'initiative. Ok. Puis après, je savais qu'il y avait des gens qui réfléchissaient à ça. Après, on m'en a dit un peu plus. Et après, quand ils sont vraiment lancés, du coup, j'ai intégré le truc un peu directement. Après, au début, je faisais quasiment rien parce que je finissais d'écrire mon mémoire. Mais on peut dire que j'étais dedans au moment où les portes se sont... Cool, t'as pu inaugurer. Voilà. Trop beau. Magnifique, ok. Et, pardon. Qu'est-ce qui... Si finalement c'était pas Agissons, est-ce que ça aurait été un autre mouvement, ou est-ce qu'il y a la méthodologie d'Agissons qui te parle justement plus? Alors, clairement, j'ai pas comparé avec les autres options qui étaient sur la table parce que pour des raisons de type, j'étais liée à des personnes dont je partage aussi la vision politique et dont j'estime l'intelligence et tout ça, blablabla. Genre, clairement, j'avais envie d'aller là, et c'est pas que je me suis dit, ok, ça c'est une option chouette, voyons quelles sont les autres options. Genre, ça c'est pas passé comme ça. C'était quoi la question? Ah oui, pourquoi ça plutôt qu'autre chose? Mais après, je pense que le projet, il est vraiment bien, qu'il a un potentiel énorme. Pour plein de raisons que, du coup, je sais pas combien de temps j'ai pour développer.
Et ben, on peut te laisser peut-être, si tu veux, un petit moment pour développer. Comme ça fait au même moment une petite promotion de Agissons, quelque chose comme ça. C'est pas obligé d'être C'est pas obligé complet, d'être hein, très ça peut être complet. juste un Tu peux- détail qui te passe, sur lequel on peut réagir ou autre. Enfin, Je comme crois tu que le 5 sens. minutes, c'est On est assez suffisant. libre. Ouais, du coup, bon, bah clairement, l'idée d'utiliser un outil institutionnel, mais pas comme une fin en soi, pas comme un outil électoral, mais vraiment comme une arme, ben, je trouve ça intéressant, je trouve ça intelligent, je trouve aussi que ça sort de la dichotomie qu'il y a parfois entre faire des trucs politiques institutionnels ou genre trucs alternatifs. Enfin, il y a des militants qui sont en mode tout ce qui est institutionnel, c'est Satan, il faut pas faire, il faut pas genre faire tel référendum, il faut pas toucher ça. Et je suis pas du tout d'accord avec ça parce que autant je pense que si tu vas faire de la politique institutionnelle classique, comme tu te mets dans un parti, d'aller aux élections et tout, bah genre non, ça va pas marcher. Autant rejeter complètement toute la politique institutionnelle, ben, je pense que c'est rater des opportunités politiques parfois énormes. Et c'est encore pire, ça peut te faire rater en fait des combats essentiels. Genre, ben, en fait, le truc il va se faire sans toi. Et voilà, et il y a des choses, je sais pas, des lois de merde qui peuvent être adoptées, et toi, ben, toi t'étais pas là, toi t'étais en mode, ah, la politique institutionnelle c'est pas bien. Et, et voilà. Et du coup, je trouve ça bien que notre mouvement, voilà, il sache reconnaître qu'il y a des outils qui peuvent servir d'armes en fait. Il y a un côté pragmatique en fait. Ouais, de ouf. Après, il y a aussi le fait que. C'était quoi le point 2? Oui, sinon le fait, les outils de l'organizing, enfin les méthodes de l'organizing, le fait qu'on tâche d'utiliser ça, c'est des méthodes qui ont fait leur preuve dans des campagnes politiques qui ont eu beaucoup de succès, par exemple Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis. C'est des méthodes que juste, enfin je sais pas, quand on lit les livres de théorie là-dessus, bah je trouve que ouais c'est très pragmatique et ouais je sais pas, franchement ça fait sens. Par exemple, ben je sais pas, moi par exemple quand on était à la grève du climat, oui on avait une manière on pouvait nous contacter pour si on voulait rejoindre machin, mais t'es d'accord Aurélien, on n'allait pas chercher les gens dans la rue, on était là et on espérait qu'il y avait des gens qui allaient venir, mais voilà, on faisait rien pour. Et là, on va chercher les gens par la peau du cul, vraiment. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est hyper important. Ouais, il n'y avait pas l'idée de construire un truc dense et solide, en fait. Ouais. C'est ça. Et puis, il y a l'idée de passer d'une dynamique de mobilisation à une dynamique d'organisation. Genre, si j'explique vite fait, la mobilisation, c'est un peu genre, je dirais, t'as un petit groupe de personnes, de temps en temps, ils disent « Ouais, il y a manif, nanana, venez nombreux. » Et peut-être, il y a une chier de gens qui viennent. Ouais. Après, les gens, ils repartent. Quelque chose de ponctuel. Et il n'y a rien eu d'autre que la manif. Et l'idée de l'organizing, c'est d'avoir un grand nombre de personnes qui vont vraiment s'organiser sur le long terme, avec peut-être des fois des actions ponctuelles, mais sur le long terme, ils vont faire des trucs en continu, ils vont se former, ils vont s'auto-organiser, et tu crées vraiment un mouvement solide qui va produire de plus en plus de choses, et c'est pas juste des gens lambda qui viennent manifester et qui se cassent, et en fait qui ont un peu rien appris et pas fait grand-chose. Ok. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, j'adore le fait que c'est un mouvement qui se dit pas de gauche ou d'extrême gauche. Enfin, je pense que c'est politiquement intelligent. Je pense que en fait, ça nous permet de... Déjà, je pense que... Enfin, moi... Mais après, peut-être... Oui, des fois, les étiquettes, elles peuvent être utiles. Hein. Mais moi, je suis... Enfin, en tant que personne pragmatique, je sais pas. Pour moi, ce qui est important, c'est ce qu'on fait. Et du coup, je trouve qu'Agissons, pour ça, c'est parfait parce que c'est pas parce qu'on dit pas, genre, ouais, on est de gauche, machin, qu'on va mettre de l'eau dans notre vin ou genre faire des initiatives, genre, pire délavé ou comme ça. Mais simplement, on va juste proposer les trucs et voilà, il y aura pas d'étiquette avec, mais le truc, il est là. Ouais. Il y a ce truc un peu, pas besoin du folklore que certains mouvements peuvent avoir. Le folklore. Et ouais, il y a...
ça rend le mouvement plus accessible pour beaucoup de gens et plus attractif pour beaucoup de gens que s'il y avait eu l'étiquette gauche ou extrême gauche, ils seraient pas venus. Et là, on peut attirer plus de gens. Et nous, on aimerait avoir un maximum de gens. Genre, on aimerait être un mouvement large, on veut pas être une espèce d'avant-garde ou un petit, je sais pas, un groupuscule ou... Enfin, on veut viser large. Et du coup, c'est important de pas brandir certains drapeaux. Et oui, après, il faut faire attention de pas genre commencer à se droitiser ou que ça finisse par être une soupe qui ressemble à rien. Clairement, ça, c'est un danger. Donc, il faut en être conscient. Mais je pense que c'est une stratégie qui a vraiment besoin d'être essayée. Et puis, d'ailleurs, lié à ça, un truc que je kiffe aussi, de ouf, c'est le fait qu'on fait rien d'illégal. Et je dis pas que c'est pas bien de faire des trucs illégaux, genre vraiment pas. Je pense qu'il faut clairement les deux, des groupes d'organisations qui font des trucs illégaux, d'autres qui font des trucs légaux. Ça revient à l'accessibilité peut-être. Mais clairement, ça rend le mouvement très accessible. Et puis aussi, accessoirement, on perd pas des sous et de l'énergie et de la dépression et tout ce que tu veux à lutter contre la répression. Donc accessoirement, c'est pas désagréable. Et pour autant, j'ai pas l'impression d'être partie d'un truc un peu délavé, pas radical et tout. Je suis en mode non, il y a un potentiel de ouf, on peut faire des trucs trop stylés. Donc c'est pas du tout en mode on est légaux, on est gentil, on est inoffensif, pas du tout. Et ça j'aime trop. Ouais. En vrai, il faut un peu déconnecter cette idée que radicalité, ça veut forcément dire faire du sabotage, faire des trucs comme ça, finalement. C'est un peu ça, si je comprends bien, et ce que je partage aussi comme idée. C'est finalement radical, ça veut dire, c'est traiter les problèmes à la source, mais c'est pas une question de moyens, finalement. C'est une question de qu'est-ce qu'on essaie d'adresser. Sinon, il y a aussi dans l'organisation de Agisson, enfin sa structure, j'aime que ce soit pas horizontal ou vertical, ou plutôt un peu des deux, selon un peu, je sais pas, Après, la structure, il y a un peu des sous-structures. Bon, il y a des endroits, ce sera un peu plutôt horizontal, genre dans un groupe de travail. Et après, il y aura aussi des trucs plus verticaux. Par exemple, actuellement, on a la War Team pour la campagne. Ça, c'est un truc assez vertical, parce que ils prennent des décisions et voilà, après, on suit. Et ça j'aime beaucoup parce que à la grève du climat, j'ai eu pendant plusieurs années du coup une expérience de mouvement horizontal. Et je dis pas que l'horizontalité c'est à jeter forcément, mais ça m'a bien vacciné quand même. Ça m'a bien vacciné quand même parce que donc en gros un peu pour contextualiser, je dirais que la grève du climat, un peu tout le monde pouvait participer à tous les processus de décision. Et du coup, il y avait aussi assez peu de rôles qui étaient déterminés, genre telle personne est vraiment responsable de ça pouvait beaucoup bouger. Et du coup, ça donne quoi ? Ça donne un peu des hiérarchies informelles, ça donne aussi des espèces de petites luttes de pouvoir, genre cachées en fait totalement en coulisses. Typiquement, moi, un truc qui m'a vraiment marqué à vie, c'est la fois où on n'avait pas réussi à se mettre d'accord en réunion, parce qu'on voulait trop être dans le consensus et tout, à aucun moment on votait, du coup on n'arrive pas à trancher. Et après on finit par se battre dans des commentaires de Google Doc à genre 2h du mat. Et là celui qui gagne, c'est juste celui qui a la plus grosse résistance au sommeil. Genre, c'est nul à chier. C'est très dommage. Ouais. Et sinon, il y a aussi le fait que dans ces trucs horizontaux, il y a des personnes qui, pour diverses raisons, peut-être, je sais pas, ils ont plus d'énergie ou plus de temps, ou je sais pas, ils sont hyper smart, j'en sais rien. Ils vont prendre beaucoup de travail sur eux. Du coup, après, peut-être, ils vont finir par s'épuiser, mais ça peut aussi vouloir dire que ça leur donne beaucoup de pouvoir, mais c'est pas vraiment officiel. Et en même temps, s'ils font des trucs bien, ils seront pas forcément valorisés parce que c'est pas non plus officiel qu'ils font ces trucs. Et au contraire, il y a des gens, peut-être, ils vont assez peu s'impliquer, ce qui est pas forcément grave, mais d'un coup, ils auront quand même la légitimité de se ramener dans une réu et de mettre un veto, alors qu'ils connaissent même pas les dossiers. Et... Enfin, ça donne des situations assez délirantes. Et du coup, je dis pas du tout que la structure d'Agisson, c'est la panacée. Et je pense pas d'ailleurs qu'il y a de structure qui soit la panacée, mais je pense qu'on tire des enseignements de ça et que voilà, on réfléchit à ça et ça, c'est vraiment bien. Enfin, moi, c'est un des trucs que j'ai demandé quand on m'a présenté le projet. J'étais en mode, ouais, mais du coup, ce genre de délire, on refait pas. Hein. Non, on refait pas. Ok, c'est bien. Mais c'est trop bien. C'est cool d'avoir, en fait, pouvoir... avoir eu l'expérience des deux et de pouvoir se dire ok, mais ça je veux plus, ça je comprends que ça me convient pas, j'arrive pas aussi à m'engager dans un cadre comme ça ou moins bien, et du coup c'est trop bien d'avoir pu faire l'expérience.
Je sais que le seul mouvement que je connais, c'est celui-ci. Mais c'est ça, à t'écouter, on a l'impression qu'agissant, essayer de prendre ce qui a été bon dans les différentes expériences, essayer de retenter d'autres choses, de s'appuyer sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis voilà, on verra bien si ça marche ou ça marche pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a cette idée, voilà, on a toutes et tous des expériences différentes, dont certaines personnes n'ont aucune expérience, mais on essaie de capitaliser sur un peu l'intelligence collective, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Je trouve que ça résonne plutôt bien, de ouf. Si ça peut donner envie à des gens de nous rejoindre. Rejoignez-nous, ouais. D'ailleurs, on arrive à bout touchant de cette émission. Ça passait vite. Ça va, j'ai pas pu tout dire. Du coup, je sais pas, les gars, j'avais bien envie de peut-être te demander s'il y avait peut-être une recommandation de ta part. Je sais pas s'il y avait peut-être une référence, un livre ou une musique qui t'a aidé dans ton engagement ou qui t'a quelque chose que tu aimerais dans ta vie en général, quelque chose que tu aimerais bien poser ici maintenant. Tu nous as déjà parlé de ton trio de chanteuses, de Stevie aussi, oui, ça c'est une dernière. Music Feelings, on a bien noté, mais voilà, si tu avais mais donc une œuvre, ce que tu as envie, un vraiment. livre, un film, mais aussi, je sais pas moi, docu. Une conférence. Une personnalité. Trop de possibilités. Ça a déjà beaucoup donné, mais... Ouais, Tu veux réfléchir? J'aime bien François Bégodeau. Tu réfléchis? François Bégodeau? Comme d'habitude. Ouais. Ah. Pour quelle raison? Parce qu'il dit bien les trucs. Ouais. Il dit très bien les trucs. Ok. Non, mais il est intelligent et il écrit ultra bien, du coup c'est un peu un kiff mental international. Ouais. Kiff mental. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est un écrivain, penseur, un peu artiste aussi, auteur qui écrit de gauche radicale et autres. Mais moi j'ai lu aucun de ses livres, donc je sais pas si tu peux le décrire un tout petit peu. Ouais, non, c'était pas mal. Mais apparemment, en vrai, c'est vraiment un connard en fait. Ouais, j'ai découvert ça en écoutant une chronique qu'il fait sur le cinéma, qui s'appelle comment déjà? La gêne occasionnée, ouais. Ça, je connais pas. Ouais. Et parce qu'en fait, jusque-là, il était toujours sur la ligne du connard, et j'aimais trop, parce qu'il tombait pas dans le truc. Et en fait, il est tombé dans le truc, en fait, dans la chronique. Genre, vraiment, des moments, il a dit des trucs de connard, et je suis mais non. Oh, déçu, très déçu. Donc c'était référence jusqu'à il y a pas longtemps. Mais en fait, je réalise que c'est le moment de l'émission où je dois dire aux gens de lire Andreas Malm, peut-être. Alors si vous lire Andreas Malm. Et Mélenchon, il faut lire Mélenchon. Tout ce que tu as envie, tu veux transmettre. Il faut lire Andreas Malm et Mélenchon, genre Mélenchon, l'ère du peuple, et puis qu'ils s'en aillent tous vite, la révolution citoyenne. C'est le titre du livre, c'est long, mais c'est ça le titre. Qu'ils s'en aillent tous vite. Ouais, vite, la révolution citoyenne. Ok. Trop bien. Il faut lire ça. Ça peut être complémentaire. Il faut trouver la complémentarité des deux et ça nous fait une belle stratégie. Genre vraiment. Ok. Ouais. Trop beau. Des ouvrages que je ne connais pas. Puis. D'autres recommandations. Les gars, plein de recommandations. Je dois recommander aux gens de venir nous aider parce qu'on n'a pas assez de bénévoles. Bien sûr. Parce que les choses, elles vont pas se faire toutes seules, les amis. Voilà. Complètement. Ouais. Du coup, toute personne qui nous regarde et qui serait motivée à s'engager avec nous, peu importe la manière, il y a plein de façons de s'engager. Venir sur le terrain, récolter des signatures avec nous, s'engager d'une manière plus loin aussi, que ce soit aussi du phoning, il y a 1000 réseauter autour de vous, il y a tellement de façons, donc contactez-nous. On aura forcément une mission et plein de tâches. C'est ça. Ouais, puis là ça a l'air un peu genre fun et tout, mais quand on n'est pas assez, des fois c'est pas du tout fun et c'est pas à nous de porter tout ça tout seul. Du coup, si vous êtes en train de chiller chez vous, sachez qu'il faut que vous fassiez des sacrifices. Genre, sacrifier une partie de votre temps libre, sacrifier certains de vos cinémas et venez faire des trucs concrets, utiles. Voilà. Surtout que c'est pas tellement un sacrifice, si c'est un sacrifice d'une certaine manière. C'est un sacrifice, mais après il y a du gain de sens. Mais quand même, on va moins au cinéma. Et ça, c'était toujours moins au cinéma. Mais on rencontre des gens super. C'est ça. Oui. Mais d'ailleurs, il y a plein d'occasions pour venir s'engager parce que on sera à la Grève féministe le 14 juin. On sera mercredi. Samedi, c'est le 17 juin, c'est notre journée de mobilisation cantonale aussi. On va essayer on sera partout. Lausanne, le plus possible dans le canton.
Sinon, bah, quasiment tous les samedis au marché, le mercredi aussi. Et puis, plein d'événements aussi, on sera là. Et puis, vous pouvez d'ici là télécharger les feuilles de signature sur notre site internet. Voilà. Partagez à vos amis. C'est ça, Relax. partagez à vos amis, les mettre dans leur boîte aux lettres et autres. Nous suivre sur les réseaux sociaux, puis voilà. Enfin, c'est à peu près tout déjà. Faire un don aussi parce que malheureusement ça coûte de l'argent, on est des citoyens et citoyennes, et puis les personnes en face de nous, elles ont beaucoup plus d'argent. Oui, Donc je nous on sais. peut compter sur une seule chose, c'est les gens. Et puis voilà, du coup c'est pour ça que on a besoin de vous. Voilà, et vous êtes la plus grande force, notamment comme nos bénévoles. Du coup, les gars, on l'a pas précisé, mais bénévoles à Agissons, mais je pense qu'on l'a bien compris. Et donc, rejoignez toute l'équipe de bénévoles. Je peux ajouter Je- un micro-truc. Ouais, de ouf, s'il te plaît. Que si jamais, concernant Andreas Malm et Mélenchon, du coup, j'ai écrit un mémoire où je compare des auteurs écosocialistes. Et du coup, si vous voulez voir tout de suite où sont les points de convergence potentiels, ben, vous savez qu'à lire mon mémoire. Parce que c'est marqué dedans. Mhm. Il est disponible. Où est-ce Il qu'on est peut trouver ton disponible dans mémoire toutes les bonnes librairies. Non, il est disponible dans mon ordi. Enfin, voilà, bref. Raison de plus Vous de écrivez venir à un mail Agissons. à Agissons et après Mhm. vous demandez mon mémoire et après vous le lisez. Ça marche, trop beau. C'est magnifique. Merci Ouais. pour ce dernier mot. Je pense que ça serait tout à fait utile. D'ici là, on vous donne rendez-vous dans Dans 2 semaines, lundi ça sera- prochain, même heure, même Ouais. endroit. Donc, Voilà, ça tombera du coup le 26 juin. Et du coup, bah, moi, je profite de remercier les invités qui sont là. Je vous remercie beaucoup du temps. Merci Aurèle, merci beaucoup Liga pour ce premier échange, première fois en émission avec nous. Merci à vous les auditeurs. On a eu du coup, bah, c'est notre 3e émission et on a plein de nouveaux followers. Du coup, je tenais vraiment à remercier votre engagement aussi sur la chaîne. On espère que ça pourra durer. Et voilà, je répète, mais les rediffusions, elles seront disponibles du coup sur YouTube. Et donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux. En description, vous avez tous les liens pour nous rejoindre, que ce soit le mouvement, que ce soit, que ce soit notre site internet, notre publication. Et du coup, j'aimerais annoncer aussi que ça va bientôt être donc le 26 juin, la fin de la première saison de On fait des vagues. Je profite aussi de parler de ça et qu'on viendra avec une autre saison. Voilà, je vous remercie à tous et on se dit Saison. à dans 2 semaines et c'est tout. C'est mon mot de la fin, il était long, je suis désolée. À la semaine prochaine, à la semaine merci. prochaine. Merci Diana. Merci.